Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Bienvenue dans Chroniques du possible, la chaîne où l'on explore les chemins que l'histoire n'a jamais pris. Aujourd'hui, nous allons remonter à une époque si lointaine qu'elle précède les empires, les langues écrites et même les premières cités. Nous allons nous demander ce qui se serait passé si la Terre n'avait jamais quitté son manteau de glace, si les glaciers qui recouvraient des continents entiers avaient continué leur règne silencieux, implacable, éternel. Si le froid n'avait jamais cédé la place à cette douceur qui a tout rendu possible, l'agriculture, la sédentarité, la civilisation telle que nous la connaissons. Sans le dégel, il n'y aurait jamais eu de champs. Sans champs, jamais de ville. Et sans ville, peut-être jamais de civilisation. Un monde sans dégel, un monde figé dans l'hiver du monde. Que serait-il advenu de nous? Si cette question vous fascine autant qu'elle me fascine, je vous invite dès maintenant à vous abonner à Chroniques du possible et à activer la cloche, parce que ce voyage ne fait que commencer. Pour comprendre ce scénario, il faut d'abord saisir ce qu'était vraiment le dernier grand âge glaciaire et ce que sa fin a représenté pour notre espèce. Il y a environ 115 000 ans, la Terre est entrée dans une phase de refroidissement intense. Les températures mondiales ont chuté de plusieurs degrés. Les calottes glaciaires se sont étendues depuis les pôles pour engloutir de vastes portions de l'Amérique du Nord, de l'Europe du Nord et de l'Asie. Des glaciers épais de plusieurs kilomètres recouvraient ce qui est aujourd'hui le Canada, la Scandinavie, une grande partie de la Russie. Le niveau des mers était plus bas de 120 mètres par rapport à aujourd'hui, révélant des terres émergées aujourd'hui disparues sous les océans, comme ce fameux pont terrestre reliant la Sibérie à l'Alaska que les premiers hommes ont emprunté pour peupler le continent américain. Dans ce monde glacé, Homo sapiens existait. Il survivait. Il chassait le mammouth laineux, le rhinocéros laineux, le mégacéros, ces géants de la toundra qui se déplaçaient en troupeaux immenses à la lisière des glaces. Les humains vivaient en petits groupes nomades, trouvaient refuge dans des grottes, maîtrisaient le feu, inventaient des outils de silex d'une précision remarquable. Ils peignaient déjà sur les parois rocheuses, Lascaux, Chauvet, Altamira, des fresques qui témoignent d'une vie intérieure riche, d'une conscience symbolique pleinement éveillée. Mais vers 11 700 ans avant notre ère, quelque chose a changé. Les astronomes parlent de cycle de Milankovitch, ces variations subtiles de l'orbite terrestre et de l'inclinaison de son axe qui, sur des dizaines de milliers d'années, modifient la quantité de chaleur solaire reçue par notre planète. Ces cycles ont déclenché un réchauffement progressif mais inexorable. Les glaciers ont commencé à fondre, les mers ont monté, les toundras se sont transformées en forêts, les steppes froides ont laissé place à des prairies fertiles, à des fleuves généreux, à des deltas riches en limon. Et c'est dans cette nouvelle douceur que tout a basculé. Les humains ont découvert que certaines graines, semées au bon moment, donnèrent de la nourriture en abondance. Ils ont commencé à rester, à construire, à stocker. La révolution néolithique, l'invention de l'agriculture, n'était pas seulement une découverte technique. C'était une révolution mentale, rendue possible par un environnement enfin stable, enfin prévisible, enfin généreux. La civilisation telle que nous l'entendons est née du dégel. Imaginons à présent que les cycles de Milankovitch ne s'alignent pas de la même façon, qu'un infime décalage dans l'orbite terrestre, quelques degrés de moins dans l'inclinaison axiale, une légère différence dans l'excentricité de la trajectoire autour du Soleil prive la planète de ce sursaut de chaleur décisif. Les glaciers n'avancent pas davantage, mais ils ne reculent pas non plus. Ils restent. La Terre demeure enfermée dans ce que les géologues appelleraient un équilibre glaciaire persistant. Il ne s'agit pas ici d'une planète entièrement couverte de glace. Cela aurait anéanti toute vie terrestre. Les régions équatoriales restent tempérées, parfois chaudes. L'Afrique subsaharienne, une partie de l'Amérique du Sud et de l'Asie du Sud-Est, demeurent habitables. Mais les zones tempérées de l'hémisphère nord, le croissant fertile du Moyen-Orient, les plaines européennes, les grandes steppes asiatiques, restent sous l'emprise du froid. Les sols sont gelés en profondeur, les saisons sont plus courtes, plus brutales. L'agriculture, dans ces conditions, est non seulement difficile, elle est impossible. C'est ce moment précis qui est notre point de bascule. Non pas une catastrophe soudaine, mais une absence. L'absence d'un printemps qui ne viendrait jamais vraiment.
Dans les premières générations suivant ce non-dégel, les conséquences seraient d'abord imperceptibles pour les humains eux-mêmes, parce qu'ils n'auraient aucun point de comparaison. Ils ne sauraient pas ce qu'ils auraient pu devenir. Ils connaîtraient seulement leur monde, vaste, froid, exigeant. Homo sapiens continuerait d'exister. Il est remarquablement adaptable, c'est peut-être sa caractéristique la plus profonde. Les populations humaines maintiendraient leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs nomades, mais avec une intensité et une sophistication que nous n'imaginons pas facilement depuis notre confort moderne. La chasse serait non pas une activité parmi d'autres, mais le centre absolu de l'organisation sociale. Les groupes humains se déplaceraient en suivant les grandes migrations animales avec une précision calendaire acquise sur des générations. Ils développeraient une connaissance extraordinaire des vents, des étoiles, des comportements animaux, des cycles de la neige. Les populations resteraient non faibles. Sans agriculture, la capacité de la Terre à nourrir des humains est limitée. Les estimations actuelles suggèrent que la planète entière, avant l'invention de l'agriculture, nourrissait entre 1 et 10 millions d'êtres humains. Dans notre scénario, ce chiffre resterait le plafond indépassable pendant des millénaires supplémentaires. Des populations dispersées, mobiles, adaptées à leur environnement, mais numériquement modestes. La grande mégafaune qui peuplait les continents ne disparaîtrait pas aussi rapidement. Dans notre réalité, le réchauffement et l'expansion humaine ont contribué à l'extinction des mammouths, des mastodontes, des paresseux géants. Dans un monde glaciaire persistant, ces créatures trouveraient leur habitat préservé. Le mammouth laineux parcourait encore les toundras d'Eurasie. Le mégacéros étendrait ses bois immenses sur les plaines d'Europe. Ces animaux ne seraient pas seulement des proies, ils deviendraient peut-être des symboles totémiques encore plus puissants qu'ils ne l'ont été, des dieux de chair et de fourrure, autour desquels des cosmologies entières se construiraient. Et là, il n'est pas interdit de penser qu'ils ne s'éteindraient pas, bien au contraire. Les grottes continueraient d'être peuplées de fresques, les humains graveraient des os, sculpteraient de l'ivoire. La créativité symbolique n'a pas besoin de chaleur pour s'épanouir. Elle a besoin de temps, de nuits longues, de feux de camp. Et de cela, ce monde glaciaire aurait en abondance. Après quelques millénaires dans ce scénario alternatif, la divergence avec notre réalité deviendrait profonde et vertigineuse. Dans notre monde, les premières cités apparaissent vers 7000 ans avant notre ère en Mésopotamie, en Anatolie, Çatalhöyük, Jéricho, des agglomérations de plusieurs milliers d'habitants avec des maisons, des greniers, des lieux de culte. Ces cités n'ont été possibles que parce que l'agriculture permettait de nourrir des populations denses sans que chacun ait besoin de se déplacer pour se nourrir. La ville est, dans son essence même, un produit du surplus agricole. Sans dégel, pas d'agriculture dans les zones tempérées, pas de surplus, pas de ville. Mais il serait réducteur de croire que l'humanité demeurerait pour autant statique ou primitive dans un sens péjoratif. Les sociétés nomades ne sont pas des sociétés simples. Elles sont des sociétés autrement complexes. Les anthropologues ont montré que les peuples chasseurs-cueilleurs développent des structures sociales sophistiquées, des systèmes de droit, de réciprocité, de mémoire collective, transmises oralement avec une fidélité remarquable. Dans notre scénario, ces structures atteindraient peut-être des degrés de sophistication que nous peinons à imaginer. On pourrait envisager l'émergence de ce que certains chercheurs appellent des civilisations mobiles, des réseaux de groupes humains liés par des langues communes, des routes commerciales saisonnières, des lieux de rassemblement rituels. Non pas des villes permanentes, mais des nœuds temporaires où des milliers de personnes se réuniraient chaque année pour des échanges, des cérémonies, des négociations. Stonehenge, dans notre réalité, en est peut-être un écho, un lieu de convergence rituelle construit par des sociétés encore largement mobiles. Dans notre monde glaciaire, des structures de ce type proliféreraient sur tous les continents. La technologie ne serait pas inexistante, mais elle suivrait une trajectoire radicalement différente. Plutôt que de viser la sédentarité des murs, des toits, des greniers, elle serait tournée vers la mobilité et l'efficacité dans le style, des vêtements extraordinairement sophistiqués, capables de protéger du froid le plus extrême, des structures d'habitat légères, montables et démontables en quelques heures, des systèmes de conservation de la nourriture, séchage, fumage, congélation naturelle, portés à leur perfection sur des millénaires de pratiques, des embarcations légères
pour traverser les mers intérieures libérées des glaces pendant les courtes étés. La métallurgie pourrait néanmoins voir le jour. Le feu est accessible aux nomades, et les gisements de cuivre, d'étain, de fer affleurent en surface dans de nombreuses régions. Mais une métallurgie nomade produirait des objets différents de ceux que nous connaissons. Des outils légers, des armes efficaces, des ornements, plutôt que des charrues ou des socs. Sans terres à labourer, la question de la charrue ne se poserait tout simplement pas. Voilà peut-être l'une des conséquences les plus profondes et les plus difficiles à saisir. Dans un monde sans agriculture, sans ville, sans État, l'écriture n'aurait probablement pas été inventée. L'écriture n'est pas née d'un besoin de poésie ou de philosophie. Elle est née d'un besoin de comptabilité. Les premières tablettes cunéiformes de Sumer ne contiennent pas des épopées, mais des listes de stocks de grains, des registres de transactions commerciales. L'écriture est fille de l'excédent, de la propriété, de l'administration. Là où il n'y a ni surplus à stocker, ni territoire à administrer, le besoin de figer la mémoire dans une forme matérielle permanente ne s'impose pas de la même façon. Cela signifie-t-il que le savoir serait absent? Absolument pas. Cela signifie qu'il emprunterait des voies radicalement différentes. Les traditions orales peuvent atteindre une précision et une complexité extraordinaires. Les bardes homériques transmettaient des dizaines de milliers de vers avec une fidélité remarquable, de génération en génération, avant que ces récits ne soient couchés par écrit. Certains peuples autochtones conservent dans leur tradition orale des descriptions géographiques vieilles de plusieurs milliers d'années. Des récits de montée des eaux marines qui correspondent, selon les géologues, à des événements survenus il y a 10 000 ans. Dans notre monde glaciaire, la mémoire collective serait peut-être le monument le plus grand que l'humanité aurait érigé. La connaissance astronomique prospérerait. Les nomades ont un besoin vital de comprendre le ciel, pour naviguer, pour prévoir les saisons, pour organiser leurs déplacements. Sur des millénaires, des observateurs patients accumuleraient une connaissance fine des cycles lunaires, des mouvements des planètes, des patterns des étoiles. Une astronomie sans télescope, sans mathématiques formelles telles que nous les connaissons, mais d'une précision pratique redoutable, et peut-être d'une richesse symbolique et narrative incomparable. La médecine, elle aussi, suivrait sa propre voie. Les peuples nomades développent une pharmacopée végétale et animale d'une richesse souvent stupéfiante, fruit de millénaires d'observations minutieuses. Sans hôpitaux, sans dissection formalisée, sans écriture pour cumuler les savoirs anatomiques, mais avec une connaissance intime du corps vivant, de la souffrance, des plantes qui guérissent ou qui tuent, transmises de guérisseur en guérisseur dans une chaîne humaine ininterrompue. Ce serait un monde où le savoir n'aurait pas de bibliothèque, mais où chaque personne âgée serait une bibliothèque vivante. L'une des conséquences politiques les plus spectaculaires de notre scénario serait l'absence d'empire, et avec elle, l'absence des guerres de conquête territoriale telles que nous les connaissons. Les empires naissent de l'agriculture. Ils naissent parce que la terre fertile est une ressource fixe, localisée, défendable, et que celui qui la contrôle la vie de milliers de personnes. Pharaon tient l'Égypte parce qu'il tient le Nil et les greniers du delta. Rome tient son empire parce qu'elle tient les routes du grain qui nourrissent sa plèbe. Sans terres agricoles, la nature même de la richesse change. La richesse ne peut pas être accumulée dans des réserves fixes. Elle est fluide, mobile, distribuée dans les troupeaux, dans les routes, dans les savoirs. Cela ne signifie pas l'absence de conflits. Les humains se font la guerre bien avant l'agriculture. Les archéologues en trouvent les traces dans des ossements taillés de coups de silex. Mais les conflits prendraient une forme différente. Ils porteraient non sur des territoires à conquérir et à administrer, mais sur des routes migratoires à contrôler, sur des droits de passage, sur des accès aux lieux de rassemblement saisonniers. Des conflits peut-être plus brefs, plus localisés, moins meurtriers à grande échelle, parce qu'il n'y aurait pas d'armée permanente, pas de structures militaires institutionnalisées. Le rapport à la nature serait fondamentalement différent. Dans notre monde, l'agriculture a instauré une logique de domination sur la nature, transformer la forêt en champ, détourner les rivières, sélectionner les espèces utiles et éliminer les nuisibles. Cette logique a abouti, après des millénaires d'amplification, à la crise écologique que nous vivons aujourd'hui. Dans un monde où les humains restent des chasseurs-cueilleurs nomades, leur rapport au vivant est nécessairement un rapport de dépendance et d'intégration. Vous ne pouvez pas vous permettre de détruire l'écosystème dont vous dépendez pour vivre.
la durabilité n'y serait pas une vertu écologique choisie. Elle serait une nécessité vitale inscrite dans chaque décision quotidienne. Que serait notre monde en l'an 2026 dans ce scénario? D'abord, il faudrait imaginer une planète profondément différente dans sa géographie humaine. La population mondiale serait peut-être de quelques dizaines de millions d'êtres humains. Des estimations prudentes suggèrent entre 10 et 50 millions, dispersés sur tous les continents habitables. Des groupes de quelques centaines à quelques milliers de personnes, organisés en réseaux complexes de relations, se déplaçant selon des cycles millénaires affinés sur des générations. Les zones équatoriales et subtropicales seraient les plus densément peuplées. L'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, le bassin amazonien, les côtes méditerranéennes lors des courtes étés tempérés, voilà les foyers les plus actifs de l'humanité. Les grandes plaines d'Asie centrale, les toundras d'Eurasie, les forêts boréales d'Amérique du Nord seraient parcourues de groupes adaptés à l'extrême froid, véritables maîtres de l'hiver. La biodiversité de cette planète serait sans doute plus riche que celle que nous connaissons. Les grandes extinctions de la mégafaune, qui dans notre réalité ont éliminé les 3/4 des grands mammifères terrestres entre 12 000 et 5 000 ans avant notre ère, n'auraient peut-être pas eu lieu ou auraient été bien moins sévères. Le mammouth marcherait peut-être encore. Le cheval sauvage d'Eurasie, ancêtre de nos chevaux domestiques, existerait sous sa forme originelle dans des troupeaux immenses. Les forêts seraient plus vastes, les rivières plus poissonneuses, les ciels plus peuplés d'oiseaux. Pas de villes, pas de routes asphaltées, pas de satellites en orbite, pas d'Internet, pas de médecine moderne telle que nous la connaissons, mais peut-être aussi pas de changement climatique anthropique, pas d'extinction de masse industrielle, pas de guerre mondiale, pas d'armes nucléaires. Ce serait un monde radicalement différent du nôtre, ni meilleur ni pire dans l'absolu, mais profondément, vertigineusement autre. Un monde où l'humanité aurait développé des formes de savoir, de beauté, de lien social que nous ne pouvons qu'entrevoir, parce que les traces que ces sociétés auraient laissées seraient légères, des chants transmis de bouche en bouche, des motifs peints sur des pierres, des chemins invisibles tracés dans la mémoire collective de peuples qui n'auraient jamais eu besoin d'écrire leur nom dans le marbre pour exister. Et au fond, et c'est peut-être la question qui mérite d'être posée avec le plus de sincérité, serait-il moins humain que nous? Serait-il moins capable d'amour, de curiosité, de deuil, de rire? Aurait-il moins de sens du sacré, moins de désir de comprendre les étoiles au-dessus de leur tête? Rien ne permet de le croire. Alors voilà ce que nous laisse ce voyage dans un monde glaciaire sans fin. Une question qui résonne bien au-delà de l'histoire. Notre civilisation, ses villes, ses livres, ses sciences, ses technologies, est-elle le destin naturel d'une espèce intelligente? Ou bien est-elle une possibilité parmi d'autres, née d'un heureux accident climatique, d'un alignement orbital qui aurait pu ne jamais se produire? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela dit de nous? De la valeur que nous accordons à ce que nous avons bâti et à ce que nous avons peut-être perdu en le bâtissant. Dans ce monde où la glace n'a jamais fondu, des humains regardent peut-être en ce moment même le ciel nocturne d'un feu de camp au bord d'une toundra et se demandent à quoi ressembleraient les étoiles si elles étaient plus proches. Ils ne sauraient pas que dans une autre réalité, leurs cousins ont envoyé des machines jusqu'à ces étoiles, et que ces cousins, parfois, s'interrogent sur ce qu'ils ont sacrifié pour y parvenir. Est-ce que notre chemin était le seul possible? Était-il le meilleur, ou simplement le nôtre? Je vous laisse avec cette pensée. Partagez-moi en commentaire ce qui vous a le plus frappé dans ce scénario. L'absence d'écriture, la préservation de la mégafaune, ou peut-être cette idée que la civilisation, telle que nous la connaissons, n'était pas une fatalité mais une chance. Un hasard cosmique habillé en destin. Si Chronique du possible vous a ouvert une porte aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui aime les grandes questions. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que la prochaine histoire que l'histoire n'a jamais racontée vous attend déjà. À bientôt dans les chemins que l'histoire n'a jamais pris.